Aujourd'hui, je vais évoquer devant vous Isabelle Nacry-Delpierre, qui fut une grande résistance du Boulonnais, c'est-à-dire dans le nord de la France. Et sa vie, c'est un petit peu une autre histoire de ce qu'on a entendu jusqu'ici, avec les soviétiques qui sont intervenus en grand nombre dans la France du Midi et du Sud-Ouest, avec aussi l'histoire que vient de raconter Jacques sur Vassil Который сказал Жак, dans le bassin о minier. Василии Порике, который Nacry Delpierre est donc une résistante très connue dans le Boulonnais, voilà, et illustrée d'ailleurs par une photo qui fait le tour de tous les livres d'histoire et aussi des sites internet. Une photo qui a été prise en septembre 1944 par l'armée canadienne, par les photographes de l'armée canadienne. Et pourquoi? Parce que c'est une femme qui commande un groupe de FFI, et ça, c'est quand même assez inhabituel. Alors, il faut savoir aussi qu'Isabelle agit dans le Boulonnais, autour de Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche de France, dans une zone super interdite puisqu'il s'agit de la zone rouge. Et en 1944, c'est une zone qui est évacuée en grande partie par sa population parce que c'est quasiment un front de guerre touché par les bombardements pratiquement quotidiens. Donc, Isabelle, c'est une femme à la tête d'un groupe de résistants, on verra pourquoi. Et dans son groupe vont agir aussi, par hasard, des soviétiques au moment justement du parcours le plus intéressant de son histoire. Alors, Isabelle, c'est qui? C'est une fonctionnaire issue d'un milieu modeste. Elle est née le 4 février 1913 à Boulogne-sur-Mer. Elle est fille d'Émile, Jean, Marc, Auguste, un marin. À Boulogne, il y a beaucoup de marins, des pêcheurs. Et celui-ci a monté un petit peu en grade. Il est devenu directeur du fondé de pouvoir au titre de l'Union des mareyeurs et saleurs de Boulogne. Et sa mère est une simple ménagère, Isabelle Bruchet. Donc, en 1932, elle se marie avec, attendez que je revienne, avec donc François-Auguste Nacry. Donc, c'est pour ça qu'elle est connue sous le nom d'Isabelle Nacry, mais elle en divorcera par la suite. Et mais elle conservera quand même le nom de son mari. Je ne sais pas trop pourquoi. En juin 1941, elle est directrice de l'office de je ne sais plus quoi, parce que j'arrive pas à lire là dans le coin. Il y a un problème j'ai un problème ici avec ce qu'il y a sur la droite de l'écran. Bon, de l'office de travail de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Elle entre en résistance quand? En septembre-décembre 1942. La résistance dans le Boulonnais a eu quelques difficultés à se mettre en place. Il faut savoir quand même qu'il y a une présence allemande très importante, beaucoup plus importante sur le littoral que dans d'autres secteurs du Pas-de-Calais. Et elle entre en résistance quand un mouvement de résistance qu'on appelle l'organisation civile et militaire, c'est-à-dire l'OCM, s'implante autour de personnages comme Abel Lombard, Gaston de Mailly et Jean-Henri Fantagier. Et il est probable que Isabelle fut recrutée par Fantagier, qui est alors directeur des contributions indirectes, c'est-à-dire un fonctionnaire. On ne connaît pas bien la date exacte, dès 42 peut-être, mais je dirais quand même plutôt en 1943. Et Isabelle, dès lors, entretient des contacts assez étroits avec un groupe de résistants OCM qui s'est formé à La Capelle autour d'un instituteur qui s'appelle Marcel Caudevel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de la résistance en 43 en Boulonnais? C'est tout d'abord
agir pour le renseignement, c'est-à-dire renseigner les soldats, les alliés sur tout ce qui se passe dans la région et elle renseigne dans le cadre du réseau Century, qui est une filiale justement de l'organisation civile et militaire de l'OCM. Ensuite, c'est d'assurer les liaisons entre, entre les groupes de résistants et elle est responsable de ces agentes de liaison qu'on appelle les colombes et c'est un petit peu le rôle dévolu aux femmes pendant la guerre. Autre type d'action, la propagande, et à partir de 1943, les tracts, la lutte contre le travail obligatoire, et c'est aussi l'aide aux aviateurs alliés qui tombent en grand nombre sur notre territoire. C'est les avions qui vont bombarder l'Allemagne et qui reviennent et qui sont abattus soit en combat aérien ou soit par la flak. Et en octobre 43, elle aide un aviateur qui s'appelle Stavley. C'est le seul qu'on ait repéré dans, parmi les aviateurs qu'elle a pu éventuellement récupérer. Donc, de septembre 43 à janvier 44, cependant, l'OCM du Boulonnais, comme l'ensemble de la résistance, connaît de nombreuses arrestations, ce qui conduit à des fusillés. Vous aviez un groupe, par exemple, du Front National, pas celui de maintenant, mais le mouvement de résistance qui a été inspirés par le Parti communiste, qui sont arrêtés en septembre 43, ce qui conduira à des exécutions. Et vous avez aussi des déportés qui vont surtout être parmi ceux de l'OCM après les arrestations de décembre 43. Et Isabelle va aider son chef, Fantangier, à rejoindre Cahors dans le sud-ouest où il continuera à faire de la résistance. Elle-même est suspectée et elle s'enfonce alors dans une semi-clandestinité. Alors, en 1944, l'urgence est de reconstruire la résistance, forcément, qui a été décimée en 1943, une résistance en principe unifiée sous l'autorité du général de Gaulle. Et dans le Boulonnais, deux mouvements vont se reconstruire. Libénor, qui est animé par un certain Henri Engel, qui deviendra maire de Boulogne, et l'OCM qui va se reconstituer à partir de ce qui reste de la résistance des anciens de l'OCM à cette époque-là. Mais j'ai évoqué tout à l'heure les difficultés spécifiques du Boulonnais qui s'aggravent encore. C'est une zone très interdite. C'est le moment des évacuations, des bombardements quotidiens. Et il faut savoir aussi que la répression va frapper une résistance amoindrie jusqu'au bout, puisqu'on aura des arrestations pratiquement jusqu'à la fin du mois d'août 1944, avec toujours les mêmes tâches urgentes et plus que jamais le renseignement, pour renseigner en particulier sur le mur de l'Atlantique, l'application aussi des plans de sabotage qui sont prévus par le BCRA et par le commandement allié, et le recrutement des forces françaises de l'intérieur. Isabelle va faire partie de l'OCM, toujours, et ici il faut évoquer le rôle de Fernand Lermite, qui est un résistant OCM de l'arrondissement de Montreuil, et qui va réorganiser, après avoir été inquiété en décembre 40, qui va réorganiser dès qu'il pourra revenir dans le secteur, le Boulonnais, où il pourra rassembler que quelques groupes, en particulier un groupe à Boulogne avec Marcel Caudevel et dans lequel on retrouvera Isabelle Nacry, un groupe à Dèvres, un groupe à Samé, un groupe à Uquelier. Alors, c'est à ce moment-là, c'est au moment de la libération, à partir du mois d'août 1944, que cette résistance du Boulonnais, cette résistance OCM va rencontrer des soviétiques.
tout à l'heure, Jacques a évoqué évidemment la présence des soviétiques dans le bassin minier à cause du lourd besoin de main-d'œuvre de l'armée allemande, avec la venue dans notre secteur des Osterarbeitern, ouais, des travailleurs venus de l'Est, des prisonniers с de guerre, Востока. des lieux de travail И durs comme la туда mine приводят aussi просто dans le гастарбайтеров bassin и minier, военнопленных. mais aussi les chantiers de l'organisation TOT dans le Boulonnais, une organisation qui était habilitée à construire depuis la fin de 41 le mur de l'Atlantique et à partir de 43 aussi les rampes de lancement, les constructions spéciales, comme on disait alors. Et dans le Boulonnais, vous aviez quelques camps de soviétiques, dont près de Boulogne, le camp d'Olinctin. Et à partir de la fin de 40, à la fin du mois de juin 44, pardon, justement, du mois d'août 44 plutôt, les soviétiques vont être aidés dans leur évasion et ils vont être pris en charge, on le sait, par les SDP, ça c'est dans les mines, ou aussi par des mouvements comme l'OCM en milieu rural. Tout à l'heure, Jacques l'a évoqué. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour les communistes, le soviétique, c'est un peu le soldat de l'idéal. Mais comme il y a l'union de la résistance, évidemment, le soviétique est le bienvenu par tous les mouvements. On en trouve en zone rurale, sur Hesdin, un peu partout, où on les retrouvera aussi à combattre en 1944 dans le secteur de Montreuil, Hesdin, Blangy, et beaucoup d'entre eux vont être relativement actifs, très actifs dans la résistance. Alors, les soviétiques d'Olintin sont pris en charge à la fin du mois d'août par le groupe de la Capelle, qui est dirigé par Marcel Codvel, et justement, à proximité de la forêt domaniale de Boulogne, on peut se cacher facilement. On a une liste de ces soviétiques, je crois que vous la voyez bien. Je pourrais pas vous dire s'ils sont russes, s'ils sont ukrainiens, s'ils sont d'autres nationalités soviétiques. Je crois qu'il y avait un petit peu de toutes sortes. Bon. Et à partir de ce moment-là, ils vont participer au combat de la libération. Il faut savoir que dès le 25 août, Paris est libéré, que la résistance va mettre en branle les FFI pour qu'ils participent à l'insurrection nationale à partir du 24 ou du 26 août, je ne sais plus, et que les Alliés, après avoir défait les troupes allemandes en Normandie, vont traverser la Seine et remonter rapidement dans le nord de la France et procéder à ce qu'on appelle la libération éclair, qui va se dérouler pour le département du Pas-de-Calais entre le 1er et le 5 septembre. Mais pas pour les ports, justement, puisque les ports de Boulogne et de Calais vont être en forteresse et les Allemands vont tenir pendant toute la durée du mois de septembre dans ces lieux. Donc, les Soviétiques vont faire partie d'un corps franco-soviétique de la Capelle. Ils vont récupérer les armes au camp d'Olintin. C'est un peu la même chose que à Hénin-Liétard. Et ils vont aussi récupérer un camion allemand lourd de 8 tonnes de munitions le 3 septembre. Et ils vont attaquer des patrouilles allemandes, faire 6 prisonniers, par exemple, le 31 août. Et il faut savoir quand même, il faut le dire, que par rapport au bassin minier, la résistance en 1944 dans le Boulonnais fut extrêmement difficile et que il y a eu très peu de sabotage, il y avait trop d'Allemands. Et ces sabotages, quand même, toucheront, surtout à partir du 1er septembre, quand les Alliés approchent et que les Allemands sont en retraite, les lignes téléphoniques. Le 5 septembre, le 4 septembre, les Canadiens sont à Montreuil et le 5, ils sont aux portes de Boulogne
Et c'est là qu'ils vont rencontrer les FFI du groupe de la Capelle et ils vont procéder à leur armement avec des armes certainement qu'ils ont récupérées des Allemands. Et ils vont constituer deux groupes. Le groupe de la Capelle va constituer deux groupes, deux sous-groupes, un d'attaque avec Jean Legrand et un de nettoyage avec Marcel Dambre et justement Isabelle Nacry, le chef étant Marcel Caudevel. Voilà une photographie justement du groupe de la Capelle. On ne connaît pas les gens, on connaît Isabelle Nacry, on reconnaît Legrand et c'est peut-être qu'il y a des soviétiques, ça j'en sais rien là-dedans, mais c'est pas si sûr parce que l'événement important, un événement important qui touche le groupe, c'est le 9 septembre, quand Marcel Caudevel, pardon, et Jean Legrand sont tués par un éclat d'obus tiré par les Allemands de la forteresse de Boulogne. Et Isabelle Nacry va prendre le commandement du groupe de la Capelle avec le grade qui lui sera conféré par la suite de lieutenant. Elle entretiendra des contacts directs avec l'ermite et avec le commandant Mangin qui est l'officier français qui accompagne la troisième division d'infanterie canadienne. Et le 12 septembre à Amiens, on va se mettre en place justement l'action des corps francs FFI avec des missions très particulières pour aider les Canadiens pour la prochaine bataille de Boulogne. Et à partir de ce moment-là, le groupe de la Capelle va, procéder à de longues patrouilles de reconnaissance et avec des actions canadiennes du 5 au 16 septembre, le 16 septembre étant le début de l'attaque de la forteresse de Boulogne par les Canadiens. Beaucoup de reconnaissance, des patrouilles profondes, parfois jusqu'à 10 km à l'intérieur des lignes allemandes. Vous avez beaucoup, donc, surtout de patrouilles, comme je viens de le dire, dans ce secteur ici de Boulogne, avec 8000 Olinquins qui se trouvent ici. Là, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, et le bois de Boulogne, pas trop loin. Et donc, c'est à peu après, une fois Boulogne libérée, donc on va voir cette photo très célèbre d'Isabelle Dacry à la tête de ces FFI, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bataille de Boulogne. Pendant la bataille, ce groupe va reconnaître toujours et guider à travers la ville les unités canadiennes. Par rapport aux Canadiens, les résistants avaient l'avantage de bien connaître la ville. Ils vont nettoyer ensuite le Mont Lambert à partir du 17 septembre. Et là, on aura un soldat soviétique du nom de Kalinowski qui sera grièvement blessé. Je crois que c'est le seul qui était blessé. Il n'y a pas eu de tué. Et les FFI, le corps franco-soviétique, accompagnera donc les Canadiens ensuite vers 8000 et Wimereux, en ramassant les prisonniers, en particulier jusqu'à la fin du siège de Boulogne qui intervient le 22. Après Boulogne, le groupe va encore aider les soviétiques, aider les Canadiens vers Calais, vers les fortifications autour de Calais et vers le Cap Griné. Les Allemands auront donc dit tuer 639 prisonniers, 4 Français seront tués dans l'opération et 3 blessés, et un Russe blessé grièvement, comme je viens de le dire. Alors, que deviennent ces soviétiques du groupe Nacry par la suite? Le 6 octobre, ils sont de retour à Boulogne et ils sont désarmés par la police anglaise. Ils sont ensuite transférés vers le camp de Fouillois dans la Somme et ensuite, on peut supposer qu'ils sont retournés en Union soviétique, mais certainement pas avant le mois de mars 1945 parce que les communications quand même restent difficiles et le cœur de l'Europe est toujours sous domination allemande à ce moment-là. Quant à Isabelle
Que deviendra-t-elle? Ben, elle revient à la vie civile, elle va rentrer dans ses foyers le 23 septembre 44. Elle va poursuivre sa carrière professionnelle dans les services sociaux, en particulier à la sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, puis à Cherbourg, à Saint-Lô, dans la Manche, et même à Roanne, dans la Loire. Elle va militer dans le syndicalisme chrétien à la CFTC, et à sa retraite, elle revient dans le Boulonnais. Évidemment, on saura reconnaître tout ce qu'elle a fait. Elle obtiendra diverses distinctions. La Croix de guerre dès le 8 novembre 44, c'est important. Le 9 novembre 45, elle sera faite chevalier du mérite social, peut-être moins pour son action résistante que pour ses fonctions professionnelles. Le 27 mars 46, elle aura la Croix de guerre, mais cette fois-ci à l'échelle de la division. Le 26 mai 46, la médaille d'or du dévouement national. Et le 12 février 53, elle recevra la croix de combattant volontaire de la résistance et sera même faite chevalier de la Légion d'honneur. Donc, elle meurt le 4 avril 78 à Boulogne, avant ses parents, et elle est enfermée elle est inhumée, pardon, avec une certaine discrétion dans la tombe d'Elpierre Bruchet au cimetière Saint-Pierre de Boulogne. Pour en terminer, disons que différents hommages lui ont été rendus. Un square est à son nom à Saint-Martin-Boulogne, comme une école. Je vous remercie de votre attention.